8 juin 1973, zone 200 Ouest, site de Hanford, comté de Benton, État de Washington. Une feuille de calcul datée de 8 heures indiquait une perte inexpliquée dans le réservoir 241T106, qui ne correspondait pas à la dérive habituelle des instruments ni à la perte par évaporation, mais à autre chose. À midi, un superviseur avait paraphé le rapport d'anomalie à l'encre rouge. L'entrée de confirmation, enregistrée 3 jours plus tard, confirmait ce que les opérateurs commençaient à soupçonner. Une fuite réelle et non une perte théorique. Les opérateurs s'attendaient à une perte limitée, peut-être quelques centaines de gallons sur plusieurs mois. Au lieu de cela, les calculs de bilan massique et les vérifications de suivi ont confirmé qu'environ 115 000 gallons s'étaient échappés du réservoir. Le mot « provisoire » figurait sur les fiches techniques originales 30 ans plus tôt, promettant une courte durée de vie pour les réservoirs destinés à stocker les déchets de retraitement pendant que l'effort de guerre se poursuivait. En 1973, le provisoire était devenu une expérience de corrosion de 3 décennies, et la perte théorique était devenue une carte d'un panache. Les fiches techniques rédigées entre 1943 et 1945 indiquaient l'épaisseur des parois, les capacités et une note sans ambiguïté. Stockage provisoire. Les cartes topographiques montraient les premières fermes, celles des familles qui travaillaient à la terre, avant que le Manhattan Engineer District n'arrive avec ses avis d'expropriation et ses équipes de construction. Les réservoirs, numérotés et lettrés par zone et par ordre, ont été conçus pour une mission temporaire, contenir les flux de déchets acides et alcalins issus du retraitement du plutonium, jusqu'à ce que les matières puissent être déplacées, traitées ou neutralisées. La guerre a pris fin, la guerre froide a commencé. Le retraitement s'est poursuivi. Les réservoirs, conçus pour une utilisation à court terme, sont devenus de facto des dépôts à long terme. En 1964, le site de Hanford exploitait 177 réservoirs à simple paroi dans les zones 200 East et 200 West. Leur capacité variait d'environ 55 000 gallons pour les plus petits à plus d'1 million de gallons pour les plus grands. Les déchets eux-mêmes étaient complexes. Des surnageants alcalins recouvraient des boues denses contenant des produits de fission et des actinides. Parmi les isotopes préoccupants figurait le technétium 99, dont la demi-vie est d'environ 211 000 ans, le strontium 90 et le césium 137, dont la demi-vie est proche de 30 ans. Les co-contaminants, nitrates, chrome, ajoutaient des risques chimiques aux risques radiologiques. La garde des réservoirs est passée du Manhattan Engineer District à la Commission américaine de l'énergie atomique, puis au ministère américain de l'énergie. Les superviseurs de l'État de Washington ont observé depuis Olympia l'évolution du site, qui est passé d'une mission de guerre à un passif en temps de paix. Les réservoirs, construits en acier au carbone avec une tolérance minimale à la corrosion, ont vieilli au-delà de leur durée de vie prévue. Le stockage provisoire, prévu pour quelques mois ou quelques années, s'est prolongé pendant des décennies. Les premières anomalies sont apparues lors des contrôles de niveau de routine. De petits écarts qui pouvaient être attribués à la dilatation thermique, à une erreur des instruments ou à l'évaporation. Certains étaient réels. En 1956, le réservoir 241U104 a été déclaré comme présentant une fuite. D'autres ont suivi. Au début des années 1970, les opérateurs ont compris que le parc de réservoirs à simple paroi, enfoui sous une couverture artificielle et de la terre naturelle, était défaillant. La question n'était plus de savoir si des fuites se produiraient, mais combien, à quelle vitesse, et où les déchets se répandraient. Le mot « pot provisoire » avait été écrit de bonne foi. En 1943, les ingénieurs et les responsables du programme s'attendaient à ce que les réservoirs servent une mission limitée. Mais la mission a changé, la production s'est poursuivie et l'intérimaire est devenu permanent. L'expérience de corrosion, involontaire et imprévue, était en cours. Le 8 juin 1973, la feuille de calcul du niveau d'équilibre du réservoir 241T106 a révélé un écart qui ne pouvait s'expliquer par l'évaporation, la dérive des instruments ou une erreur de calcul. Un superviseur a examiné les données, a signalé l'anomalie et a lancé un protocole de confirmation. Les mesures de suivi, combinées au registre d'inventaire historique,
ont révélé une perte réelle. Environ 115 000 gallons, soit environ 435 000 litres, avaient quitté le réservoir. Le réservoir, situé dans la zone 200 ouest, était de conception à simple paroi et avait été construit dans les années 1940. Il contenait un surnageant alcalin et des boues décantées riches en produits de fission. Les sondes de niveau, installées pour suivre la hauteur des déchets, constituaient la principale méthode de détection des changements d'inventaire. Les sondes étaient sensibles, mais pas infaillibles. Les effets thermiques, la formation de croûtes de sel et l'encrassement des instruments pouvaient tous produire de faux signaux. Les modèles de détection des fuites supposaient un rétrécissement limité ou une erreur de mesure mineure. Cependant, le bilan massique et les contrôles de suivi ont confirmé que le réservoir 241T106 fuyait. Les hydrologues de terrain ont commencé à évaluer le rejet. Les déchets avaient pénétré dans la zone vadose, la colonne de sol non saturée entre le fond du réservoir et l'aquifère non confiné situé en dessous. Les premiers modèles de migration utilisaient les données du lysimètre et les expériences sur la colonne de sol pour estimer la vitesse à laquelle les radionucléides pouvaient se déplacer vers le bas. Le mouvement était lent, mesuré en centimètres par an, mais l'inventaire était important et les demi-vies étaient longues. Le technétium 99, mobile dans les eaux souterraines et résistant à l'absorption, représentait le plus grand risque à long terme. Les auteurs techniques ont documenté l'événement dans des rapports de site et des documents réglementaires. Le langage était précis, 241T106 confirmé comme présentant une fuite, environ 4,105 litres. Cette fuite n'était pas la première. Plusieurs réservoirs avaient été déclarés comme présentant des fuites dans les années 1950 et 1960, mais elle figurait parmi les plus importantes documentées à ce jour. Ce rejet est devenu un cas de référence pour les modèles de transport dans la zone vadose et un terme source pour les évaluations des risques liés aux eaux souterraines. La perte sur papier, qui était apparue sur la feuille de calcul du bilan de niveau en juin, est devenue, au cours des années suivantes, une carte d'un panache. Les puits de surveillance forés en aval du réservoir ont commencé à montrer des concentrations élevées de radionucléides émetteurs bêta. La zone vadose, autrefois considérée comme une barrière naturelle qui retardait ou piégeait les contaminants, est devenue une voie de passage. L'aquifère non confiné sous le plateau central, qui s'écoulait vers le fleuve Columbia, est devenu le point final de préoccupation. La fuite du 241T106 était un fait avéré, un rejet mesuré et une étude de cas sur les limites de la conception provisoire. C'était également un avertissement clair. Les réservoirs vieillissaient, les déchets étaient mobiles et les conséquences se feraient ressentir pendant des décennies et non des mois. En 1975, les premières plaques de surveillance des eaux souterraines, des réseaux de puits clairsemés avec de larges intervalles de confiance, étaient épinglés à côté des nouveaux plans de forage dans les bureaux du site. Les déclarations du programme continuaient à mettre l'accent sur le confinement dans la zone vadose, citant la sorption du sol et la lente migration vers le bas des contaminants. Mais l'extension des réseaux de puits a commencé à révéler une autre réalité. Le technétium 99, un émetteur bêta à longue durée de vie avec une demi-vie d'environ 211 000 ans, apparaissait dans les puits en aval à des concentrations qui ne pouvaient s'expliquer par le fond naturel ou une erreur de mesure. L'aquifère non confiné situé sous le site de Hanford se déplaçait lentement, alimenté par la recharge naturelle des hautes terres environnantes et l'irrigation résiduelle des fermes de l'ère pré-Manhattan. Les directions et les vitesses d'écoulement ont été cartographiées à l'aide de mesures du niveau d'eau et d'études de traceurs. L'aquifère transportait des constituants dissous, sel, métaux, radionucléides, vers le fleuve Columbia, à environ 10 km à l'est. Le technétium 99, chimiquement mobile sous forme d'anion pertechnétate, s'est déplacé avec les eaux souterraines. L'absorption dans les sédiments était minime et l'atténuation naturelle lente. Les bureaux locaux du DOE, le département de l'écologie de l'État de Washington et la région 10 de l'Agence américaine de protection de l'environnement ont commencé à coordonner les efforts de surveillance et d'évaluation. Les activités préalables au Superfund se sont concentrées sur la définition d'unités opérationnelles, c'est-à-dire des zones de contamination qui devaient être caractérisées
et éventuellement assainie. Les unités opérationnelles 200 UP1 et 200 ZP1, toutes deux situées sur le plateau central, ont été identifiées comme zones prioritaires. Le technétium 99, ainsi que l'uranium, le nitrate et le chrome, ont été répertoriés comme contaminants préoccupants. Les premiers concepts de pompage et de traitement ont été élaborés. L'idée était simple, extraire les eaux souterraines contaminées, éliminer ou immobiliser les contaminants, puis réinjecter l'eau traitée ou gérer le volume extrait. La modélisation préliminaire de la zone de captage suggérait que des réseaux de puits pouvaient être conçus pour intercepter les panaches et empêcher toute migration supplémentaire. Mais les modèles reposaient sur des hypothèses, conductivité hydraulique, taux de recharge, distribution des contaminants, qui comportaient une grande part d'incertitude. Le manque de données entraînait des marges d'erreur importantes. L'incertitude rendait difficile la conception de systèmes efficaces. La pression s'est intensifiée pour mettre en place un cadre de nettoyage contraignant, avec des étapes réalisables et des responsabilités claires. Le réseau de surveillance s'est développé, puits après puits, et les cartes se sont assombries. Des cellules rouges sont apparues sur les plaques d'eau souterraines, indiquant des concentrations supérieures aux normes applicables à l'eau potable. La zone vadose, autrefois considérée comme une barrière, libérait son contenu dans l'aquifère. Le stockage provisoire qui avait commencé dans les années 1940 était désormais une source à long terme, et le temps ne se mesurait plus en années, mais en demi-vie. Le 15 mai 1989, dans les bureaux d'Olympia et de Richland, dans l'État de Washington, des représentants du ministère américain de l'Énergie, de la région 10, de l'Agence américaine de protection de l'environnement et du département de l'écologie de l'État de Washington ont signé l'accord fédéral de Hanford et l'ordonnance de consentement, communément appelée accord tripartite. Ce document, qui contient de nombreux tableaux récapitulatifs et des définitions des unités opérationnelles, engageait les parties à respecter des calendriers de nettoyage, des objectifs de protection des eaux souterraines et des délais contraignants. Il constituait le cadre juridique de ce qui allait devenir l'un des efforts de remise en état de l'environnement les plus importants et les plus complexes jamais entrepris aux États-Unis. L'accord invoquait les autorités de la loi sur la conservation et la récupération des ressources, RCRA, et de la loi sur la réponse environnementale globale, l'indemnisation et la responsabilité, CERCLA. En abrégé, RCRA et CERCLA. Les unités opérationnelles ont été définies par zone et par type de contamination. Parc de stockage, panache de contamination des eaux souterraines, site d'enfouissement, sol contaminé. Des étapes contraignantes ont été fixées pour le début de la récupération des réservoirs, la mise en service des systèmes de pompage et de traitement, et l'installation de barrières de surface sur les sites de déchets. Ces étapes promettaient des progrès prévisibles. Les calendriers de retrait supposaient que les déchets pourraient être transférés des réservoirs à simple paroi défaillants vers des réservoirs à double paroi plus robustes, puis vers l'usine de traitement des déchets prévue pour la vitrification. Les systèmes de captage des eaux souterraines supposaient que les puits d'extraction pourraient intercepter les panaches et empêcher toute migration supplémentaire. Les barrières de surface supposaient que des couvertures techniques pourraient réduire l'infiltration d'eau et limiter le transport dans la zone vadose. Cependant, la mise en œuvre sur le terrain s'est heurtée à des contraintes. Des défis techniques, chimie des déchets, intégrité des réservoirs, capacité limitée des réservoirs à double paroi ont compliqué le séquençage de la récupération. Des contraintes financières, crédits fédéraux soumis à des cycles annuels, ont affecté le rythme de construction des systèmes et de déploiement des technologies. Des contraintes de séquençage, dépendance entre les unités opérationnelles, entre les mesures provisoires et les remèdes définitifs, ont obligé à ajuster les tableaux des étapes clés initiales. Le bureau des opérations de Richland du DOE, la région 10 de l'EPA et le département de l'écologie de l'État de Washington se sont réunis régulièrement pour examiner les progrès et négocier les changements d'étape. Le comité consultatif de Hanford, créé en 1994, a fourni les commentaires des parties prenantes et du public. Les engagements exécutoires ont créé une responsabilité, mais ils ont également révélé l'écart entre les délais légaux et les réalités physiques. Le classeur de l'accord tripartite,
ouvert à ces tableaux des étapes clés, représentait un engagement commun en faveur du nettoyage. Il représentait également un pari, que les calendriers pourraient suivre le rythme des demi-vies, que l'ingénierie pourrait devancer la corrosion, que les zones de capture pourraient intercepter les panaches avant qu'ils n'atteignent la rivière. L'accord liait les parties à un cadre. Les déchets et l'aquifère fonctionnaient à leur propre rythme. Les délais ont changé, mais pas les demi-vies. Entre 2005 et 2008, les tableaux de laboratoire de Richland indiquaient les valeurs de technétium 99, entourées à l'encre rouge. Un hydrogéologue a superposé des cartes de contour sur le réseau agricole historique du plateau central, traçant les limites des panaches en aval des sites de rejet connus. Les modèles avaient prédit un lent déclin une fois que les systèmes provisoires de pompage et de traitement auraient été mis en service. Les données de terrain ont enregistré des concentrations dépassant 200 fois la norme de technétium 99 dans l'eau potable dans les puits surveillant les unités opérationnelles 200 UP1 et 200 ZP1. La concentration maximale de technétium 99 fixée par l'EPA était de 900 picocuries par litre, soit environ 33 becquerels par litre. Cette norme était dérivée d'une contrainte de dose de 4 millirem par an, de doses efficaces provenant de l'eau potable, appliquée aux émetteurs bêta et photons. Dans certains puits en aval, les concentrations dépassaient 200 000 picocuries par litre. Ces chiffres n'étaient pas des artefacts de modélisation. Il s'agissait de valeurs mesurées, confirmées par des laboratoires indépendants et documentées dans des rapports de surveillance. Les équipes du Pacific Northwest National Laboratory et les hydrogéologues sous contrat avec le DOE ont analysé les données. L'unité opérationnelle 200 EP1, située dans la zone 200 Ouest, était associée à des rejets historiques provenant de fuites de réservoirs, de décharges de cribs et de pertes imprévues. L'unité opérationnelle 200 EP1, également située dans la zone 200 Ouest, avait des sources similaires. Les deux panaches se déplaçaient, lentement mais de manière mesurable, vers le fleuve Columbia. En 2007, un système provisoire de pompage et de traitement a été mis en service pour extraire les eaux souterraines contaminées de l'unité opérationnelle 200 UP1. En 2008, une barrière de surface provisoire a été construite au-dessus du centre de gravité, estimé du rejet 241T106, afin de réduire l'infiltration et de limiter la mobilisation supplémentaire des contaminants de la zone vadeuse. Ces deux mesures étaient provisoires et visaient à contenir et à réduire les risques pendant que des solutions plus permanentes étaient mises au point. Mais l'aquifère a répondu au plan par des chiffres. Des dépassements persistants, documentés trimestre après trimestre, ont démontré que les panaches étaient plus importants, plus concentrés et plus mobiles que ne l'avaient prévu les premiers modèles. Des mesures de confinement provisoire rapides, plus de puits, des systèmes d'extraction élargis, des extensions de barrières ont suivi. Les ajustements, d'étapes, négociés dans le cadre de l'accord tripartite, reflétaient l'écart entre les prévisions et les observations. Les modèles avaient été élaborés à partir de données éparses et d'hypothèses limitées. Les données de terrain ont révélé une variabilité, une hétérogénéité et des termes sources qui ne correspondaient pas à des équations de transport simples. Les mesures provisoires étaient essentielles, mais elles étaient également réactives, c'est-à-dire qu'elles répondaient à des mesures et ne constituaient pas un confinement proactif. L'aquifère, lent mais implacable, continuait à transporter sa charge dissoute vers la rivière. Lors des réunions techniques et dans les fiches d'information publiques produites à Richland dans les années 2000, deux graphiques apparaissaient souvent sur le même chevalet. L'un montrant les concentrations d'activité en becquerel par litre, l'autre montrant la dose efficace en sieverts. Une note de bas de page expliquait les équivalents américains, picocurie, millirem, pour les publics plus familiers avec les unités traditionnelles. Le débat public s'est orienté vers les curies et les rem. La conformité réglementaire et la pratique de la radioprotection exigeaient des becquerels et des sievers, avec des conversions claires. La règle de l'EPA sur les radionucléides dans l'eau potable fixait une limite de dose de 4 millirem par an pour la dose efficace provenant des émetteurs bêta et photons. Pour le technétium 99, cette limite se traduisait par un niveau maximal de contamination de 900 picocuries par litre,
soit environ 33 becquerels par litre. La norme était basée sur les voies d'ingestion, en supposant un taux de consommation de référence de 2 litres par jour pour un adulte. Le coefficient de dose pour le technétium 99, pris par voie orale, était bien établi à partir d'études métaboliques et de modèles dosimétriques. Le Bureau de la protection des cours d'eau du DOE, la région 10 de l'EPA et le personnel chargé de la radioprotection sur le site ont utilisé cette norme comme seuil d'intervention. Lorsque les puits de surveillance ont révélé des concentrations dépassant le niveau maximal de contamination, des mécanismes réglementaires ont été activés. Notification, mesures correctives, extension du système. Les seuils d'intervention sur le terrain pour les nouveaux puits, les déploiements de pompage et de traitement et les installations de barrières ont été communiqués dans les 2 systèmes unitaires afin de garantir la clarté auprès des publics réglementaires, techniques et grand public. Les superviseurs de l'État de Washington et les parties prenantes locales ont examiné les données lors de réunions trimestrielles. Des fiches d'information précisaient la norme relative au technétium 99 et la contrainte de dose, avec des notes de conversion. L'objectif était la transparence, rendre le risque lisible, avec des chiffres pouvant être comparés à des seuils, suivis dans le temps et compris par les personnes vivant à proximité du site ou s'approvisionnant en eau à partir de sources en aval. Un seul chiffre, 900 picocuries par litre, déterminait la destination de l'acier et des tuyaux. Il définissait la limite entre un risque acceptable et un risque inacceptable. Il déterminait l'empreinte des systèmes d'extraction, l'ordre d'installation des barrières et la fréquence des contrôles. Ce chiffre n'était pas arbitraire. Il était dérivé de modèles de dose, d'hypothèses de consommation et d'un jugement réglementaire sur le risque acceptable. Mais il s'agissait également d'un seuil unique dans un domaine complexe de variables. Débit de l'aquifère, termes sources, co-contaminants chimiques et longue demi-vie qui faisaient de chaque décision un engagement sur plusieurs décennies. Les unités communes ont permis de clarifier les points de décision, de définir des seuils défendables et de renforcer la communication publique. Elles ont également souligné la persistance du problème. Une fois franchis, les chiffres mettaient des années à baisser, voire ne baissaient pas du tout. Entre les années 1990 et 2010, un conflit sur la sécurité a éclaté dans les parcs de stockage de Hanford et lors d'audiences publiques. Une note de service d'un organisme de réglementation, résumant les plaintes des travailleurs, énumérait les odeurs âcres, les irritations respiratoires et les litiges concernant les équipements de protection individuelle. Une pile de formulaires d'incidents était posée sur la table de réunion, chacun documentant un événement d'exposition à des vapeurs. Les garanties du programme citaient les contrôles techniques, la surveillance de l'air et les procédures établies. Les travailleurs et les défenseurs documentaient les épisodes aigus et les lacunes dans la détection en temps réel et le déploiement d'appareils respiratoires autonomes. Les parcs de stockage contenaient non seulement des déchets radioactifs, mais aussi des flux chimiques mélangés. Les voies de dégagement gazeux, cheminées de ventilation, colonnes montantes et rejets imprévus pouvaient exposer les travailleurs à l'ammoniac, aux solvants organiques et à d'autres composés volatiles. Les instruments à lecture directe, conçus pour détecter en temps réel les dangers présents dans l'air, n'étaient pas toujours disponibles ou placés de manière stratégique. Les badges dosimétriques à intégration temporelle fournissaient des données sur l'exposition cumulative, mais ne détectaient pas les pics aigus. Les opérateurs des parcs de stockage, travaillant à proximité de colonnes montantes ouvertes pendant les opérations de maintenance, de récupération ou d'échantillonnage, ont signalé des symptômes, maux de tête, nausées, détresse respiratoire. Certains incidents ont été documentés, d'autres non. Le suivi médical a varié. Les représentants des travailleurs et les organisations non gouvernementales, notamment Hanford Challenge, ont compilé des témoignages et des registres d'incidents. Le personnel du Congrès a examiné les conclusions. Les agences de surveillance de l'État de Washington ont fait pression pour que les procédures soient à réviser. Les conclusions officielles ont reconnu les incidents documentés et recommandé des changements, surveillance élargie, révision des contrôles d'accès, amélioration de la formation et utilisation systématique de protection respiratoire. Des contrôles techniques, ventilation forcée, zone d'isolement, opération à distance,
ont été évalués et mis en œuvre lorsque cela était possible. Les contrôles administratifs, procédures d'autorisation, limites d'exposition, surveillance médicale, ont été mis à jour. Le litige n'était pas théorique. Il était fondé sur des événements documentés, des expositions mesurées et l'expérience vécue par les travailleurs qui entraient chaque jour dans les parcs de stockage. Le confinement signifiait de l'acier pour les déchets, mais aussi de l'air pur pour les personnes. Ces deux objectifs, tous deux essentiels, étaient là parfois en concurrence. Les opérations de récupération nécessitaient d'accéder aux réservoirs, ce qui impliquait d'ouvrir les colonnes montantes et donc une exposition potentielle. Les solutions techniques, manipulation à distance, amélioration de la ventilation, surveillance continue de l'air, ont réduit le risque, mais ne l'ont pas éliminé. Au milieu des années 2010, des protocoles révisés ont été mis en place. Des moniteurs d'air continu ont été installés dans les zones à haut risque. Les exigences en matière de protection respiratoire ont été clarifiées. La notification des incidents s'est améliorée. Le suivi médical est devenu plus systématique. Les changements ont été progressifs, difficiles à obtenir et incomplets, mais ils ont représenté un changement. On est passé de l'assurance que les contrôles étaient adéquats à des améliorations documentées, motivées par les témoignages des travailleurs et la pression réglementaire. Le conflit autour des vapeurs a mis en évidence une tension inhérente à la mission de nettoyage, la nécessité de déplacer les déchets et la nécessité de protéger les personnes qui les déplaçaient. Les deux étaient non négociables. Les deux exigeaient une vigilance constante. Dans les années 2000 et 2010, un tableau mural dans une salle de contrôle de la zone de Centre East traçait des flèches entre les réservoirs à simple paroi et les réservoirs à double paroi. Une colonne marginale, mise à jour chaque semaine, indiquait que le volume disponible des réservoirs à double paroi avait tendance à diminuer. Les documents de planification considérèrent des réservoirs à double paroi comme un tampon robuste, une destination intermédiaire sûre pour les déchets récupérés dans les réservoirs à simple paroi défaillants. Les récupérations réelles, la chimie complexe des déchets et les retards dans la construction de l'usine de traitement des déchets ont réduit la capacité et les calendriers. Les méthodes de récupération variaient selon le type de réservoir et de déchets. Le lavage utilisait de l'eau à haute pression pour mobiliser les boues et les gâteaux de sel. Des pompes mélangeuses agitaient les solides décantés pour créer des boues pompables. Les deux méthodes générèrent des déchets liquides qui devaient être transférés vers des réservoirs à double paroi. La capacité des réservoirs à double paroi était limitée. Chaque transfert réduisait la marge disponible. La chimie des déchets, pH, température, concentration en sel, affectait les taux de corrosion et imposait des limites au stockage et au mélange des déchets. L'usine de traitement des déchets, conçue pour vitrifier les déchets de haute activité en blocs de verre stable, avait des années de retard. Jusqu'à ce que l'usine soit opérationnelle, les déchets devaient rester dans les réservoirs. Les réservoirs à double paroi, avec leurs parois primaires et secondaires et leur système de détection des fuites dans l'anneau, étaient mis plus sûrs que les réservoirs à simple paroi, mais ils n'étaient pas invulnérables. Des mesures de contrôle de la corrosion, protection cathodique, ajustement chimique, étaient en place, mais elles nécessitaient une gestion active. Des auditeurs indépendants ont examiné le fonctionnement des cuves et la planification de leur capacité. Un audit a relevé des sols contaminés par des fuites et a souligné les risques liés à l'espace limité des cuves à double paroi en cas d'urgence. Si une cuve à double paroi présentait une fuite primaire, la capacité disponible pour les transferts d'urgence était limitée. Si la composition chimique des déchets s'écartait des spécifications, le mélange correctif pouvait nécessiter des transferts qui consommaient un volume déjà limité. Si le démarrage de l'usine de traitement des déchets était encore retardé, l'ensemble du calendrier de récupération était compromis. Le séquençage de la récupération est devenu le chemin critique. Quel réservoir à simple paroi fallait-il récupérer en premier? Quel réservoir à double paroi fallait-il utiliser pour le stockage provisoire? Comment équilibrer le risque de fuite, le volume des déchets et la capacité disponible? Chaque gallon transféré résolvait un problème, retirer les déchets d'un réservoir à simple paroi défaillant et en créait deux. Consommer la capacité des réservoirs à double paroi et augmenter les conséquences de tout problème futur d'intégrité des réservoirs à double paroi.
Le tableau mural, avec ses flèches et ses notes marginales, était un aperçu d'un casse-tête logistique qui s'étendait sur plusieurs décennies. La solution nécessitait une coordination entre la récupération, le stockage, le traitement et l'élimination. Les contraintes étaient physiques: intégrité des réservoirs, composition chimique des déchets, capacité, et institutionnelle. Financement, étape importante, autorisation réglementaire. Les enjeux se mesuraient en curie, en gallons et en possibilité que le tampon ne tienne pas. En août 2012, des inspections de routine de l'anneau du réservoir 241 AIR 102, situé dans la zone 200 East, ont révélé la présence de matériaux inattendus sur le fond de l'anneau, près de plusieurs colonnes montantes. Une caméra annulaire, balayant l'espace étroit entre les parois primaires et secondaires, a capturé des images qui ont nécessité une enquête immédiate. Des inspections de suivi, consignées dans des registres officiels, ont confirmé la découverte. Des matériaux s'étaient échappés du réservoir primaire dans l'anneau. Le réservoir 241 AIR 102 était un réservoir à double paroi, construit dans les années 1970 dans le cadre de la génération plus sûre de cuves de stockage des déchets. Les réservoirs à double paroi étaient conçus avec une paroi primaire en acier pour contenir les déchets et une paroi secondaire en acier pour recueillir les fuites éventuelles. L'espace annulaire, l'espace entre les parois, étant équipé de détecteurs de fuite et de ports d'inspection visuelle. Cette conception visait à empêcher tout rejet dans l'environnement. Une fuite du réservoir primaire dans l'espace annulaire constituait une violation de la marge de sécurité présumée, mais il ne s'agissait pas encore d'un rejet dans l'environnement. Le personnel de l'entreprise chargé de l'exploitation des réservoirs a procédé à des inspections, prélevé des échantillons de la matière présente dans l'espace annulaire et analysé les facteurs chimiques des déchets. La corrosion du fond du réservoir primaire, probablement due à la chimie agressive des déchets ou à des contraintes localisées, a été identifiée comme la cause probable. Les responsables du DOE sur le terrain ont tenu des réunions publiques et publié des communiqués officiels. Le langage utilisé était prudent mais clair. La matière présente dans l'espace annulaire provient d'une fuite du réservoir primaire. Cette découverte a déclenché des mesures d'urgence. Les niveaux de déchets dans le 241 AIR 102 ont été réduits afin de minimiser les contraintes sur le fond principal endommagé. Les transferts vers d'autres réservoirs à double paroi ont consommé la capacité disponible déjà limitée. Le programme d'intégrité des réservoirs du site a été revu et révisé. Les priorités de récupération, qui considéraient les réservoirs à double paroi comme un stockage provisoire sûr, ont été réévaluées. La fuite du AIR 102 a été contenue. Cette fois-ci, la paroi secondaire l'a interceptée. Mais cet événement a brisé une hypothèse, celle selon laquelle les réservoirs à double paroi, contrairement à leurs prédécesseurs à simple paroi, ne pouvaient pas tomber en panne. Les réservoirs étaient un an plus récents, mieux conçus et gérés de manière active, mais ils n'étaient pas à l'abri de la corrosion. La fuite a soulevé des questions sur les autres réservoirs à double paroi du parc, sur la fréquence des inspections, sur la durée pendant laquelle les déchets pouvaient rester en sécurité dans le stockage provisoire, alors que l'usine de traitement des déchets était encore loin d'être pleinement opérationnelle. La double paroi avait rempli sa fonction, mais la marge entre le confinement sûr et le rejet dans l'environnement s'était réduite. Chaque réservoir à double paroi contenant des déchets représentait désormais un risque connu, et non plus seulement un tampon. La fuite AIR 102 était un événement documenté, une conséquence mesurable du vieillissement des infrastructures et un rappel que le provisoire n'avait jamais été une solution, mais seulement un report. Entre 2012 et 2015, les équipes d'hydrogéologie du plateau central ont superposé les zones de captage prévues aux cartes de concentration mesurées du technétium 99. Les modèles prévoyaient un confinement dans le cadre des scénarios d'extraction prévus. Les eaux souterraines s'écouleraient vers les puits de pompage. Les contaminants seraient éliminés et les concentrations en aval diminueraient. Les concentrations observées, représentées trimestre par trimestre, montraient des points chauds persistants et une diminution plus lente que prévu. Plusieurs cellules rouges sur les plaques d'eau souterraines se trouvaient au-delà du contour de captage modélisé. Les puits d'extraction des unités opérationnelles, 200 UP1 et 200 EP1,
fonctionnaient depuis des années. Les ensembles de données pondérés en fonction du débit sur le technétium 99 ont documenté ce que les puits éliminaient, des milliers de curies par an, mais les panaches, alimentés par des sources de la zone vadose et répartis dans des sédiments hétérogènes, ne réagissaient pas de manière uniforme. Certaines zones ont montré une amélioration mesurable, tandis que d'autres sont restées obstinément élevées. Les hydrogéologues du DOE et du Pacific Northwest National Laboratory ont examiné cette variance. Les propriétés de l'aquifère, conductivité hydraulique, porosité, dispersivité, variaient dans l'espace. Les taux de recharge, influencés par les barrières de surface et l'historique de l'irrigation, affectaient le flux descendant. Les termes sources, reflétant des décennies de rejets qui se chevauchaient, n'étaient pas des sources ponctuelles, mais des champs distribués. Les modèles, construits à partir des meilleures données disponibles, capturèrent le comportement général, mais passaient à côté de la complexité locale. Les chefs de projet tripartites ont organisé des revues techniques. Des extensions du système de pompage et de traitement ont été prévues. Davantage de puits d'extraction, des débits de pompage plus élevés, des périodes d'exploitation plus longues. Les barrières ont été étendues pour couvrir des zones sources supplémentaires. La fréquence des échantillonnages de vérification a été augmentée et les limites de détection ont été resserrées. Chaque ajustement a été documenté, justifié et intégré dans des tableaux de jalons mis à jour. Les ensembles de données répertoriant les tendances du technétium 99 puits par puits avec des notes sur les performances de capture racontaient une histoire cohérente. Les progrès étaient réels mais lents, et l'écart entre les prévisions et les observations nécessitait une correction continue du cap. L'aquifère, se déplaçant de quelques centimètres par jour, transportait les contaminants dissous le long de chemins d'écoulement influencés par la géologie, l'hydrologie et l'intervention humaine. Les zones de capture, dessinées sur des cartes avec des contours nets, étaient des approximations. L'aquifère ne lisait pas les plans. La mise à l'échelle du système, réseau d'extraction plus grand, période d'exploitation plus longue, a amélioré les performances, mais a également augmenté les coûts et la complexité. Les nouveaux puits nécessitaient des travaux de forage, de construction, d'obtention de permis et d'intégration dans les chaînes de traitement existantes. L'extension des barrières nécessitait des travaux de terrassement, une assurance qualité et une maintenance à long terme. Les mises à jour des étapes clés négociées entre le DOE, le PA et l'État de Washington ont permis d'équilibrer le réalisme technique et la responsabilité réglementaire. Les modèles restaient essentiels. Ils guidaient les décisions, hiérarchisaient les investissements et fournissaient des cadres pour évaluer les risques. Mais les mesures restaient à la vérité sur le terrain. L'aquifère, indifférent aux projections, redessinait les lignes à plusieurs reprises. Les prévisions guidèrent l'action. Les mesures corrigèrent le cap. Le cycle se poursuivait, année après année, tandis que le lent travail de confinement se déroulait sous les armoises du bassin de Columbia. En 2020 et 2021, les rapports de surveillance fédéraux ont résumé les progrès et les défis restants à Hanford. Une page d'audit du Government Accountability Office, mise en évidence par les examinateurs, énumérait les fuites supposées des réservoirs à simple paroi. Les bulletins d'information soulignaient les étapes franchies. Récupération terminée, fermeture certifiée, barrières installées. Les comptes rendus de surveillance, cependant, comptaient les risques restants. En 2020, 68 des 149 réservoirs à simple paroi étaient présumés, présentaient des fuites. Le mot « présumé » avait son importance. Toutes les fuites n'avaient pas été directement observées ou mesurées. Certains réservoirs présentaient des pertes d'inventaire compatibles avec des fuites. D'autres étaient déduits de la composition chimique des déchets, de la contamination de la zone vadose ou de modèles de défaillance basés sur l'âge. Ce chiffre, 68 sur 149, représentait près de la moitié du parc. Le Government Accountability Office et le Bureau de la protection des cours d'eau du DOE ont compilé des rapports récapitulatifs sur les réservoirs de déchets. Ces rapports répertoriaient le nombre de réservoirs récupérés, les critères de fermeture des exploitations agricoles et les estimations des stocks restants dans la zone vadose. Chaque réservoir récupéré réduisait le risque, mais la récupération était lente.
Chaque fermeture éliminait une source, mais de nombreuses sources subsistaient. Les stocks, mesurés en curie et en litres, persisteraient pendant des décennies ou des siècles, selon l'isotope. Les radionucléides à longue durée de vie, en particulier le technétium-99 avec sa demi-vie de 211 000 ans, dominèrent les projections de risque à long terme. Le strontium-90 et le césium-137, dont la demi-vie est de 30 ans, se désintégraient de manière significative en un siècle. Mais le technétium-99, mobile dans les eaux souterraines et résistant à l'absorption, restait une source de préoccupation à l'échelle géologique. Le nettoyage s'effectuait selon des cycles budgétaires et des échéances politiques, tandis que les déchets évoluaient selon leur demi-vie physique. La base de fuite persistante, documentée dans le langage d'audit, signifiait que le plateau central resterait une source de contamination de la zone vadose et des eaux souterraines dans un avenir prévisible. Des barrières de surface pouvaient réduire l'infiltration. Des systèmes d'extraction pouvaient intercepter les panaches. Des opérations de récupération pouvaient éliminer les déchets en vrac. Mais la zone vadose contenait une contamination résiduelle qui ne pouvait être entièrement excavée, et les eaux souterraines contenaient des charges dissoutes qui ne pouvaient être entièrement capturées. Le bilan était précis, 68 fuites, 149 réservoirs au total, des milliers de curies, des millions de gallons, des décennies d'exploitation, des siècles de conséquences. Les chiffres documentaient les progrès réalisés. Plus de la moitié des réservoirs n'avaient pas fui ou n'avaient pas encore été déclarés comme présentant des fuites. Ils documentaient également la persistance. La moitié des réservoirs étaient compromis, les panaches étaient mesurables et le nettoyage était incomplet. Les dommages ont été comptabilisés dans des pages d'audit, des rapports techniques, des plaques d'eau souterraines et des modèles de zones vadeuses. Ils ont également été inscrits dans le sol et l'eau, dans des isotopes dont la demi-vie est plus longue que les civilisations, et dans la certitude que le mot « provisoire » avait toujours été une sous-estimation. Au milieu des années 2010, le chantier de construction de l'usine de traitement des déchets, qui s'étendait sur plusieurs hectares du plateau central, était la plus grande pièce inachevée du puzzle du nettoyage. L'installation, conçue pour vitrifier les déchets de haute activité et de faible activité en bûches de verre stables adaptées à l'élimination, était en construction depuis 2002. Les projections initiales prévoyaient le début des opérations dans un délai de 10 ans. Des défis techniques, système de mélange, contrôle de l'hydrogène, intégrité structurelle des cuves de traitement, ont retardé à plusieurs reprises la mise en service. La mission de l'usine était de convertir les déchets liquides, stockés dans des cuves à double paroi et récupérés à partir de cuves à simple paroi, en forme solide, conforme aux normes fédérales d'élimination. Les bûches de verre de déchets de haute activité seraient stockées sur place, jusqu'à ce qu'un dépôt national soit disponible. Le verre de déchets de faible activité serait éliminé dans des installations proches de la surface à Hanford. Le processus exigeait un contrôle précis de la chimie des déchets, de la formulation du verre et des opérations de fusion. Atteindre cette précision à grande échelle s'est avéré plus difficile que ne le prévoyaient les premières conceptions. Les équipes du DOE et des entrepreneurs ont travaillé sur les problèmes techniques, reconception des systèmes de mélange pour traiter les solides décantés, installation de moniteurs d'hydrogène et de contrôle de ventilation pour empêcher l'accumulation de gaz explosifs, renforcement des éléments structurels des cuves de traitement pour résister aux contraintes thermiques et mécaniques. Chaque correction a nécessité une analyse technique, un examen réglementaire et des modifications de construction. Chaque retard a consommé du temps et du budget. Pendant ce temps, les déchets restaient dans les cuves. Les calendriers de récupération, qui dépendaient de la capacité de traitement, ont pris du retard. Les marges de capacité des cuves à double paroi se sont réduites. La récupération des cuves à simple paroi, essentielle pour réduire les risques liés à la zone vadose et aux eaux souterraines, a dû attendre le traitement en aval. Le chemin critique passait par l'usine de traitement des déchets et celle-ci n'était pas prête. Des examens indépendants, menés par des comités consultatifs techniques et des agences fédérales de surveillance, ont documenté les défis et évalué les solutions proposées. Les examens ont confirmé que les problèmes étaient réels, que les corrections étaient nécessaires et que les retards étaient inévitables.
L'optimisme quant à un démarrage à court terme s'est estompé. Les prévisions ont été repoussées au début des années 2030, puis au milieu des années 2030 ou au-delà. L'installation, visible à des kilomètres à la ronde sous la forme d'une ligne d'horizon composée de structures en acier et de tours de traitement, symbolisait à la fois l'engagement et les contraintes. Des milliards de dollars avaient été investis, des milliers de travailleurs avaient contribué, des décennies d'efforts avaient été consacrés à ce projet. Pourtant, la mission restait inachevée. Les déchets restaient liquides, les réservoirs restaient pleins et le nettoyage se poursuivait dans une phase intermédiaire prolongée que personne n'avait prévue et que tout le monde reconnaissait comme insoutenable. L'usine de traitement des déchets était essentielle. Elle était également en retard. Et chaque année de retard était une année supplémentaire pendant laquelle les déchets restaient dans des réservoirs vieillissants. Une année supplémentaire pendant laquelle les sources de la zone vadose alimentaient les panaches d'eau souterraines. Une année supplémentaire pendant laquelle le mot « provisoire » s'étendait encore plus loin dans l'avenir. En 2021, une photo du site a circulé parmi le personnel chargé du nettoyage et les régulateurs. Elle montrait une barrière de surface nouvellement installée sur le plateau central, de la terre compactée, des couches de géotextiles et une couche de végétation indigène. La barrière couvrait la superficie estimée du sol contaminée par la fuite, 241 T106, la même fuite qui avait été confirmée le 8 juin 1973, 48 ans plus tôt. La barrière était conçue pour durer 1000 ans, bien plus longtemps que n'importe quelle institution humaine, mais un clin d'œil dans la vie du technétium 99. La photographie était annotée de repères, emplacement des puits, courbe de niveau, estimation de l'inventaire de la zone vadose, réduction prévue de l'infiltration. La barrière était une solution technique à un problème physique. Réduire l'infiltration d'eau, limiter la mobilisation des contaminants, protéger les eaux souterraines. Elle était également une déclaration. Ce sol ne serait pas réutilisé sans restriction dans un avenir prévisible. La contamination, enfouie et recouverte, resterait en place. D'autres barrières ont été prévues ou achevées sur l'ensemble du site. Au-dessus des cimetières, des parcs de stockage fermés, des sols contaminés. Chaque barrière a nécessité une conception, un permis, une construction et une gestion à long terme. Chacune représentait une décision de gérer le risque sur place, plutôt que de le supprimer entièrement. L'élimination, excavation, traitement, élimination, était techniquement possible pour certains types de déchets, mais impraticable ou trop coûteuse pour la contamination diffuse de la zone vadose, s'étendant sur des centaines d'hectares. Les systèmes d'extraction des eaux souterraines ont continué à fonctionner, puisant l'eau contaminée de l'aquifère non confiné, la traitant pour éliminer le technétium 99 et d'autres contaminants, puis réinjectant ou rejetant l'eau traitée. Les systèmes ont fonctionné 24 heures sur 24, année après année, réduisant progressivement les concentrations du panache. Les modèles prévoyaient des décennies de fonctionnement avant que les concentrations ne tombent en dessous des seuils réglementaires. Certains modèles prévoyaient une durée plus longue. La récupération des réservoirs s'est poursuivie, un réservoir à la fois. Les déchets ont été évacués, pompés et transférés vers des réservoirs à double paroi. Chaque récupération a réduit le risque lié à la source et a rapproché le site de sa fermeture définitive. Mais le rythme était mesuré en termes de réalisation à un chiffre par an, et plus de 100 réservoirs à simple paroi restaient à traiter. Le fleuve Columbia, à 10 km à l'est, coulait près de Hanford Reach. Des puits de surveillance situés le long du corridor, entre le plateau central et le fleuve, permettaient de suivre la progression des panaches de pollution des eaux souterraines. Les concentrations dans le fleuve étaient inférieures au niveau d'intervention protégé par la distance, la dilution et l'extraction active. Mais la surveillance s'est poursuivie, puits par puits, année après année, car les déchets étaient toujours là, l'aquifère continuait de s'écouler et les demi-vies continuaient de s'écouler. Le nettoyage du site de Hanford, tel que documenté dans les étapes clés de l'accord tripartite et les rapports de surveillance fédéraux, se prolongera bien au-delà du XXIe siècle. Certaines projections vont jusqu'en 2080, voire au-delà. Les travaux comprennent le traitement des déchets des réservoirs,
l'assainissement des eaux souterraines, la gestion de la zone vadose, le démantèlement des installations et la gestion à long terme des sites de déchets fermés. Le coût, qui se chiffre en dizaines de milliards de dollars, est réparti entre les crédits fédéraux, la surveillance de l'État et la performance des entrepreneurs. Les conséquences, mesurées en demi-vie et en voie de migration, sont inscrites dans le sol et l'eau. Le mot « provisoire », inscrit sur les fiches techniques en 1943, est devenu un élément déterminant de l'histoire de Hanford. Les réservoirs conçus pour un stockage à court terme sont devenus des dépôts à long terme. Les systèmes de confinement destinés à être des solutions temporaires sont devenus des éléments permanents du paysage. L'écart entre l'intention et le résultat a façonné chaque décennie du nettoyage, depuis les premières confirmations de fuite dans les années 1950 jusqu'à la construction de barrières millénaires dans les années 2020. Le travail se poursuit. Les opérateurs surveillent les niveaux des réservoirs, les hydrogéologues prélèvent des échantillons dans les puits, les ingénieurs perfectionnent les systèmes de traitement, les régulateurs examinent les progrès et les communautés en aval surveillent les données. Le fleuve Columbia continue de couler vers l'est, l'aquifère non confiné continue de se déplacer sous la sauge, et les déchets, mesurés, cartographiés et gérés, persistent. L'histoire de Hanford est une histoire de décisions prises sous pression, de systèmes poussés au-delà de leurs limites de conception et de conséquences qui se déroulent sur une échelle de temps géologique. C'est aussi une histoire de correction, une surveillance qui a révélé ce qui était caché, des réglementations qui ont imposé la responsabilité, une ingénierie qui a contenu ce qui ne pouvait être éliminé, et des institutions qui se sont engagées, même de manière imparfaite, à gérer cet héritage. Le nettoyage survivra aux personnes qui l'ont commencé et à celles qui y travaillent actuellement. Il faudra une vigilance intergénérationnelle, la continuité du financement et des connaissances, et une humilité face aux limites des échelles de temps humaines par rapport à la persistance de la désintégration radioactive. Les réservoirs, les panaches, les barrières et les puits de surveillance ne sont pas des abstractions. Ce sont des lieux, mesurables et cartographiés, où le poids de l'intérim continue de peser. Le mot était toujours trop léger pour ce qu'il devait porter.